Voilà, c'est le moment qu'on attend tous, le café politique du vendredi 11 juillet. Avec nous, nos collaborateurs habituels, François Gravel, éditorialiste, responsable du contenu à l'Acadie Nouvelle. Bonjour, François. Bonjour, heureux de vous retrouver après une petite pause. Ben exactement, vous avez travaillé sur votre bronzage et c'est tant mieux. Jacques Poitras, lui, il est journaliste à la CBC à Fredericton. Bonjour, Jacques. Bonjour Louis-Philippe. Merci d'être avec nous aujourd'hui, c'est apprécié. Et là, on va mélanger, on parle de boissons, café politique, café et politique. Mais là, peut-être qu'on va se demander si on ne devrait pas mettre un petit peu de Baileys ou un petit alcool dans notre café avec ce premier thème. On a beaucoup parlé dans les dernières semaines de la manière d'améliorer le commerce interprovincial au pays. Le Nouveau-Brunswick qui souhaite réduire sa dépendance envers le marché américain. Puis un des marchés, des endroits où on voit le plus de possibilités, c'est celui de l'alcool. Donc depuis quelques semaines, quelques mois, on annonce de plus en plus de possibilités de transporter de l'alcool d'une province à l'autre, d'ouvrir les marchés. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que nos producteurs d'alcool au Nouveau-Brunswick sont prêts pour ça? On va commencer, avec François Gravel à ce niveau-là. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose d'ouvrir les marchés de l'alcool? Ah oui, certainement. C'est extrêmement positif là, comme nouvelle pour les microbrasseries acadiennes et néo-brunswickoises, mais aussi pour les consommateurs là, qui auront accès à plus de choix. Même si, honnêtement, cet enjeu-là, il est économique, là, bien sûr, mais il est aussi beaucoup symbolique. Là. Quand on parle de la difficulté de faire affaire d'une province à l'autre au Canada, il n'y a pas beaucoup de domaines là, qui sont plus représentatifs de cet enjeu-là que la vente d'alcool. Chaque province a ses règles, chaque province a ses méthodes de protectionnisme. Chaque province a la conviction que son industrie vinicole ou ses microbrasseries sont uniques, différentes des autres provinces, qu'elles font partie de notre culture, qu'elles doivent être protégées de la concurrence. Ça va très loin. Là. Souvenez-vous que dans une tentative de percer le marché québécois, le microbrasseur acadien, le Fils du Roi, avait ouvert des installations au Québec pour y produire une partie de sa production. Alors maintenant, est-ce qu'économiquement, cette mobilité de l'alcool en province va avoir un impact important? Ça reste à voir. Là. J'ai quand même certains doutes. Je ne pense pas que du jour au lendemain, on va voir des microbrasseries acadiennes vendre leurs produits d'un océan à l'autre. Je ne pense pas non plus que les bières québécoises ou les vins de la Colombie-Britannique vont remplir nos étagères chez Alcool NB. Mais ça reste intéressant pour les consommateurs en particulier qui auront désormais beaucoup plus de facilité à acheter des boissons de l'extérieur du Nouveau-Brunswick. Intéressante analyse. Jacques Poitras? Ouais, je ne sais pas si tu veux commander des Baileys de Manitoba, mais c'est probablement dans cette direction-là qu'on va. On a vu des autres réunions, des autres engagements, des autres ententes en principe cette semaine. Je pense que l'enjeu est beaucoup mal compris par les consommateurs. Le gouvernement Holt, de mon avis, a mal communiqué ça, donnait l'impression que tout changeait déjà, mais c'est très complexe, c'est très difficile. Il y a toutes les questions de les impôts sur les produits. Qui va payer? Où est-ce qu'on va payer l'impôt? Dans notre province ou dans l'autre province? Mais finalement, on devrait voir du progrès cet été avec des ententes qui vont commencer, selon le ministre Jean-Claude Damour, dans un mois ou deux avec des provinces, individus où nous pourrions commander des produits d'un producteur là-bas ou des consommateurs là-bas pourront commander des produits d'ici. Et aussi, cette fameuse limite COMO sur ce qu'on peut importer personnellement n'existe plus. C'est confirmé que le cabinet a proclamé cette section de la loi. L'exemption personnelle qui était dans un vieux langage. Exactement. Je pense que ces limites-là datent d'une époque où la question d'alcool était comme une question morale au lieu de commerciale. Et la société a évolué beaucoup. Je me demande quel sera l'impact sur les magasins d'alcool NB dans le nord de la province. Ouais. On sait qu'il y a moins de taxes sur les produits au Québec. Est-ce que du monde vont se rendre là de plus en plus? Est-ce que le modèle d'affaires pour l'alcool Nouveau-Brunswick dans les villes sur la frontière, Campbellton, Edmundston, vont changer à cause de ça avec cette compétition-là? Ça, c'est une question importante pour Alcool NB, je pense. Peut-être qu'Alcool NB devra diminuer ses prix s'ils veulent rester plus compétitifs. Il y a une question de compétitivité là-dedans aussi. Ça va être... Oui?
Une guerre de prix, c'est très possible, oui. Ouais. Oh, écoutez, ça, une guerre de prix dans le monde de la course light, on aura tout vu. Voilà. Prochain sujet. On va rester avec vous, Jacques, parler de la fin d'une époque, mais est-ce vraiment la fin d'une époque? Il y a un parti politique, un tiers parti qui a beaucoup fait parler, l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, du point de vue francophone, c'était un parti politique qui semblait menaçant. Il est officiellement mort. C'est pas la première fois qu'il meurt officiellement. Mais est-ce vraiment la fin de ce type de parti-là, Jacques? Ah, ça dépend. C'est pas toujours qu'on voit la fin d'une partie politique. C'est pas une surprise. Le parti a gagné moins de 1 % des votes dans les élections l'automne passé. Seulement 13 candidats dans cette élection, pas de plateforme. Et je pense que c'est un peu parce que le Parti progressiste conservateur est allé un peu plus à la droite sous Blaine Higgs, qui ne laissait pas beaucoup de place sur le spectrum politique pour une autre partie de la droite, une petite partie sans beaucoup de ressources. On a même vu, pendant la campagne, j'ai rencontré des candidats de l'Alliance qui étaient plus modérés que certains candidats PC. Mais il faut dire, il y a toujours un marché pour ces idées-là, pour ce segment de la dialogue politique dans la province. Et on va voir maintenant, parce que, évidemment, il y a 2 anciens députés de l'Alliance, incluant le vieux chef Chris Austin, au sein du parti PC. Le parti est allé dans cette direction-là pendant 2-3 années. Maintenant, il y a une course pour la chefferie chez les PC. Il y a une place pour l'Alliance dans le parti PC, mais quelle sorte de place, comment grand, comment large ça va être, ça dépend. Et ça dépend aussi vraiment sur qui sera le prochain chef du parti PC. Mais ce sentiment-là n'est pas mort, ça existe. Peut-être c'est 2 %, peut-être c'est 10 %, on ne sait pas. Bon, à suivre. François Gravel, No More Coffee pour l'Alliance? Et non, et je suis d'accord avec Jacques. D'ailleurs, il y aura toujours un pourcentage de la population qui a des frustrations par rapport aux partis traditionnels ou plus spécifiquement par rapport aux droits linguistiques des Acadiens, des francophones. Et parfois, ça s'exprime dans des associations et d'autres fois, ça peut être dans un parti politique. Je ne crois pas me tromper en disant que très peu de nos auditeurs ce matin qui vont s'ennuyer de la People's Alliance, là, parti qui était né d'abord en réaction à la tentative de vendre Énergie Nouveau-Brunswick à Hydro-Québec, mais qui s'est transformé très rapidement en étant une formation opposée aux droits et acquis des francophones du Nouveau-Brunswick, comme le CORE avant lui, dans les années 90. Oui, le malheur de la People's Alliance, c'est le fait qu'elle est effectivement arrivée dans le paysage politique électoral au moment même où le Parti progressiste conservateur, sous l'influence de Blaine Higgs, a lui-même effectué un virage très à droite, en se montrant lui aussi par moments hostile aux droits des Acadiens. La People's est morte cette semaine, mais dans les faits, la fin est vraiment survenue il y a 3 ans, là, quand ces 2 députés, Chris Austin et Michelle Conroy, ont quitté le parti pour devenir des transfuges progressistes conservateurs. Ce parti-là ne s'en est jamais remis. Le parti avait marqué les esprits parce qu'il avait obtenu la balance du pouvoir, mais encore une fois, il n'a pas obtenu grand-chose en échange de son appui inconditionnel. Le parti s'était plutôt fait une réputation de montrer les dents, de japper, mais de jamais mordre la main de Blaine Higgs et de son gouvernement. Et surtout, c'est un parti qui a profité d'un enjeu important à un moment précis, c'est-à-dire les obligations linguistiques d'Ambulance NB. Et c'est devenu un enjeu politique et électoral pendant une courte période de temps, pendant laquelle ce parti-là en a profité pleinement. Mais quand la tempête a pris fin, le parti a perdu son air d'aller et ne l'a jamais vraiment retrouvé. Et voilà, prochain sujet, téléphonie cellulaire. Il y a de plus en plus de gens, on dirait que c'est un débat qui est récurrent, mais là, on dirait que ça reprend de l'ampleur, des gens qui se plaignent un peu partout sur le territoire du Nouveau-Brunswick, plus dans la région rurale, mais même près des grands centres, sur la qualité du service cellulaire. Puis là, la question, c'est qui devrait payer pour ça? Est-ce que d'avoir une bonne connexion cellulaire, ça devrait être davantage financé par le public? Est-ce que c'est uniquement la responsabilité des compagnies? François Gravel, j'imagine que chez vous, à Caraquet, c'est un sujet qu'on entend souvent parler. Là. Votre mère est très vocale à ce sujet-là, d'ailleurs. Oui, puis c'est un dossier compliqué parce que pour répondre spécifiquement à votre question, la téléphonie cellulaire, la piètre qualité de la couverture cellulaire, c'est une responsabilité du secteur privé. Là. Ce sont aux entreprises comme Bell Alliance d'ériger plus de tours de transmission et d'offrir à leurs clients un service digne de ce nom. C'est pas aux contribuables de payer pour ça. Mais dans les faits,
le gouvernement provincial ne peut pas complètement s'en laver les mains. Parce que quand on laisse le secteur privé trancher, il le fait en fonction de ce qui est plus payant pour lui. Et ça fait des perdants. Et on le voit dans certaines régions du Nord où la densité de la population ne justifie pas, aux yeux de Bell Alliance, d'effectuer des investissements majeurs. Et c'est là que le gouvernement provincial peut intervenir en cherchant, par exemple, à faciliter la négociation d'un compromis ou en faisant pression ou en subventionnant possiblement ces compagnies-là afin qu'elles règlent les problèmes dans les régions les moins desservies. Ce qui n'aide personne dans ce dossier-là, et j'entendais le maire Godin dire un peu la même chose tantôt, c'est qu'on n'a pas un portrait d'ensemble. Est-ce qu'une nouvelle tour serait suffisante, avec, par exemple, dans le Restigouche pour régler le problème? Est-ce qu'il en faudrait 20? Est-ce que ça coûterait 1 million de dollars? Est-ce que c'est 100 millions de dollars qu'il faut? Il faudrait un plan d'ensemble pour pouvoir débattre ensuite qui paye la facture. Mais une chose est sûre, cet enjeu-là ne va pas disparaître, il va gagner en importance. Le monde change, il y a plus de gens qu'avant qui ont un téléphone cellulaire et maintenant, ce n'est plus le téléphone seulement. On écrit avec ça, on travaille avec les téléphones, les courriels, les textos, les applis. Le problème ne va pas disparaître. Absolument. Jacques Poitras? Oui, je ne pense pas que c'est que le service n'améliorera pas, c'est que la demande pour de plus en plus de capacité augmente plus rapidement que la capacité du système. Hein? Nous avons tous des téléphones qui consomment beaucoup plus de données cellulaires. On le voit avec l'Internet aussi, le service Internet. Nos services de streaming comme Netflix consomment de plus en plus. Et est-ce que le réseau peut évoluer assez rapidement pour ce demande-là? C'est un système privé. C'est un système aussi très réglementé au Canada et toutes les compagnies sont licenciées. C'est aussi des compagnies très, très riches avec beaucoup de profits. Alors, des gouvernements peuvent changer des règlements pour mettre plus d'obligations sur ces compagnies-là. Mais je me demande si vraiment le public accepterait que la province subventionne Bell Canada ou Rogers qui ont des profits énormes chaque année. Je pense qu'on peut faire ça avec des règlements, peut-être laisser des autres compagnies entrer plus facilement dans le marché puis offrir leurs propres produits aux consommateurs. Ouais, puis c'est intéressant parce que le gouvernement libéral a dit qu'il allait agir dans ce dossier-là, mais on ne sait pas encore dans quelle mesure. Il y a le suspense qui se poursuit. Bien, c'est le temps de nos cafés à présent. Peut-être commencer avec vous, Jacques. Là, vous êtes là. Quel café vous avez à nous offrir cette semaine? Un café un peu sucré pour Susan Holt qui a fait sa nouveau format de répondre aux questions des Néo-Brunswickais hier sur l'Internet. Elle a répondu à peu près 20 questions dans une heure. Et les questions étaient choisies par des votes du public qui pouvaient voter pour leurs questions préférées sur un site Internet. Je conseillerais à Susan Holt de peut-être passer moins de temps la prochaine fois en expliquant comment les questions étaient choisies. OK. C'était très compliqué et ça a pris presque 10 minutes pour qu'elle explique on a eu ce nombre de questions-là, puis cette question-là était deuxième avec des votes, puis des questions anglais qui étaient mises sur le site français. Peut-être moins sur le processus et ça laisserait un peu plus de temps pour d'autres questions et d'autres réponses. Pas beaucoup de nouveaux dans les réponses pour moi, mais quand même un exercice intéressant. J'ai aussi un café très sucré pour les résidents de l'île Grand-Manan qui ont subi pendant 4 ou 5 ans un énorme chantier de construction sur le havre de North Head à cause d'un contrat pour rénover le quai qui était un peu un fiasco avec une compagnie qui n'a pas pu compléter le travail, était remplacée. Les travaux étaient arrêtés l'année passée, puis c'est laissé une énorme pile de roches et sable juste en face des entreprises touristiques. Une propriétaire de café a quitté l'île à cause de ça. Alors, on sait maintenant cette semaine que c'est tout réglé, nettoyé, et peut-être l'île peut passer à un avenir un peu moins laid. Oui, tellement une belle île. En plus, c'est tellement magnifique cet endroit-là. François Gravel?
Oui, café pour les citoyens de Miramichi-Ouest, pour les faire patienter, en fait, en attendant que le gouvernement déclenche une élection complémentaire. Ils sont 100 députés depuis que Mike Dawson a démissionné le 25 mars pour devenir candidat aux élections fédérales. Il a d'ailleurs remporté son pari. Le gouvernement Holt avait 6 mois pour déclencher une élection. Il ne l'a pas encore fait. Il lui reste environ 2 mois et demi pour agir. Et si je parle de cette région-là, ce qui est spécial, c'est que c'est pas la première fois qu'ils doivent attendre, qu'ils doivent prendre leur mal en patience. En 2021 aussi, là, les anciens des Stewart et Lisa Harris avaient chacun démissionné pour tenter leur chance en politique. Il avait fallu attendre 11 mois avant que de nouveaux députés soient élus. La loi a été modifiée, ça sera moins long cette fois-ci. Il y a aussi un contexte qu'il faut tenir compte avec, bon, il y a eu des élections fédérales, c'est l'été maintenant, c'est pas le meilleur moment, mais bon, je sens que ces gens-là ont hâte d'être à nouveau représentés à la législature. Il va falloir plus tôt que tard qu'une décision soit prise à ce sujet-là. Et en terminant, café au premier ministre du Canada, Mark Carney, qui s'est un petit peu ridiculisé en fin de semaine dernière au Stampede de Calgary, en étant incapable de retourner correctement des crèves. Quel bévu! Je suis toujours étonné quand des politiciens se mettent dans une position vulnérable comme celle-là. Ils ne semblent pas pratiquer avant. Je me dis, normalement, avant d'envoyer le premier ministre tourner des crèves sans trop savoir s'il peut le faire ou pas, j'aurais cru avec un adjoint, peut-être dans une cuisine du Parlement. On l'aurait fait essayer, voir. Il a flippé toutes les positions du Parti libéral, alors. Mais pas les crêpes. Ben voilà, on va lui souhaiter un petit café pour se remettre de ça. Merci beaucoup d'avoir participé à ce café politique. François Gravel, vous êtes éditorialiste et responsable du contenu à l'Acadie Nouvelle. Jacques Poitras, vous êtes journaliste de CBC à Fredericton. Moi, je vous offre un bon café glacé pour passer la chaleur, puis l'été, tout ça. Vous pouvez mettre un petit peu de rhum dedans si vous voulez ou qu'est-ce que vous voulez. Merci beaucoup, messieurs. Au plaisir. Voilà.